Bien. Bon, alors je voudrais commencer par énoncer quelques errata par rapport à ce que j'ai dit hier. Première chose, c'est que pour que le foncteur SK soit représentable par un schéma, il faut que K soit ce qu'on appelle net, c'est-à-dire que l'intersection avec G de Q ne contient pas d'éléments d'ordre fini. Et le deuxième point que je vais dire, c'est pour la structure de niveau. Lorsque je disais qu'on prend le module de Tate de la variété abélienne et on choisit un isomorphisme avec Z chapeau carré plus Z chapeau carré de 1, en fait, on est sur un schéma T qui est un Z de 1 sur N schéma. Et donc, par exemple, si P ne divise pas N, la variété abélienne peut être supersingulière. Donc dans ce cas-là, on ne va pas avoir cet isomorphisme. Donc en fait, il faut se restreindre à N, ici. Voilà. Donc on remplace phi par ça. Bien. Bon alors, donc aujourd'hui, je vais parler de formes de famille, de formes de Siegel péadiques. Bon, alors, avant de parler de famille, donc je vais finir la notion de P-stabilisation. Je vais commencer par le cas du genre 1, c'est-à-dire, je prends le cas où F est une forme modulaire classique. Donc une forme primitive de niveau n. Et on suppose que P ne divise pas n. Et dans ce cas-là, eh bien, le polynôme de Hecke, si j'appelle AP le PIM coefficient de Fourier, le polynôme de Hecke 1, x2 moins APX plus psi de P, P puissance K moins 1, où psi c'est le bonne épouse de F, à deux racines qu'on va appeler alpha et bêta. Et si je regarde la forme F alpha définie par F de Z moins bêta F de PZ, eh bien, on peut vérifier que cette forme est propre pour l'opérateur UP, qui est défini par, si gamma est le groupe de sous-groupe de congruence de niveau n, gamma 1 de n, je vais poser gamma 0 de P comme l'intersection de gamma et de... oui, c'est bien ça. Je vais poser gamma 0 de NP. C'est l'ensemble des matrices gamma en gamma 1 de n qui sont congrues à matrice triangulaire supérieure modulo P. Okay. Donc, considère l'opérateur de Hecke UP gamma 0 NP 1P gamma 0 NP. Eh bien, la forme F alpha va être propre pour l'opérateur UP de valeur propre alpha. Et on peut définir aussi F bêta en échangeant les rôles de alpha et bêta. Et alors on dit que F alpha ou F bêta est une forme P stabilisée de F. Donc F alpha ou F bêta. C'est une forme P stabilisée
F. Alors, on peut définir une notion similaire pour G égale 2. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde le polynôme de Hecke en P. Donc, on regarde lambda F de QP. Bon, F est si F est une forme de Siegel, de poids K1, K2. Et ça me fait penser, il y avait autre chose que j'avais oublié de dire la dernière fois. Troisième oubli. Donc ça, c'est pas une erreur, c'est un oubli. Lorsque j'ai parlé de représentation galoisienne, j'ai dit que la représentation galoisienne associée aux formes de Siegel était de Hochstate, était de 2 rames, et j'ai oublié de dire quels étaient les poids de Hochstate. Donc, si la représentation si F est de poids K1, K2, les poids de Hochstate de ρF sont, alors en fait, pour être précis, pour l'instant, dans l'état actuel des connaissances, c'est seulement contenu dans l'ensemble 0, K2 moins 2, K1 moins 1 et K1 plus K2 moins 3. Bon, en fait, dans le cas que je considérerais, ça sera égal. Mais en général, c'est seulement contenu. Voilà pour la remarque. Donc je reviens à la P-stabilisation pour les formes de Siegel. Donc je regarde le polynôme de Hecke en P, lambda de QP de X. Donc il va avoir des racines qui vont être de la forme gamma 0, gamma 1. Alors, donc, nu f de p au cube gamma 0 inverse et oui, pour simplifier, je vais supposer que f est de caractère trivial. Donc, ça donne p puissance K1 plus K2 moins 3 gamma 0 moins 1 et p puissance K1 plus K2 moins 3 gamma 1 moins 1. Donc si f est de caractère central trivial. Bien. Alors dans ce cas-là, donc on va considérer deux opérateurs U qui vont être associés aux opérateurs T0P et T1P. Donc il y a l'opérateur U0P qui va être égal à gamma 0 de P 1 pp, gamma 0 de P, et U1P va être égal à gamma 1 de P 1 P, P de P. P, gamma 0 de P. Et donc ici, gamma 0 de P, c'est le sous-groupe de congruence gamma qu'on avait au départ, intersecté avec l'Ivaori. Donc I, c'est si l'Ivaori de GSP4. Vous êtes... Bon, alors, une remarque, c'est que, donc,
gamma 0, gamma 1, enfin, cette suite de nombres, donc sont les racines du polynôme de Hecke, et donc ce sont les valeurs propres du Frobenius agissant sur le module de Fontaine associé à ρf. Et donc, on peut regarder le polygone de Newton et le polygone de Hodge correspondant. Donc, le polygone de Newton associé donc va être comme ça, à peu près. Et le polygone de Hodge, lui, donc en supposant que tous les poids de Hodge-Tate sont atteints, va être de cette forme-là. Donc, on va voir le poids 0 ici. Comme ça. Donc ici, on a 0, la pente. Ici, K2 moins 1. Ici, pardon, K2, oui, K2 moins 2, K1 moins 1. Et ici, K1 plus K2 moins 3. Donc, ce qu'on me remarque, c'est que déjà la valeur de gamma 0 est plus grande que 0. Bon, ça, c'est pas surprenant, mais que la valeur de gamma 1 est plus grande que K2 moins 2. Et ça va justifier la définition, ça justifiera une normalisation qu'on fera pour l'opérateur U1P tout à l'heure. Bien, alors, la définition de la P-stabilisation est la suivante. Donc, on dit qu'une forme de Siegel G pour gamma 0 de P est une P-stabilisation de F si, alors, pour tous les opérateurs de Hecke T dans R de N, P, eh bien, F slash T va être égal à, pardon, G slash T va être égal à lambda F de T fois G. Donc, G est propre avec les mêmes valeurs propres que F pour tous les opérateurs de Hecke de support premier à NP. Et pour en P, on va voir que G slash U0P est égal à gamma 0 G et G slash U1P est égal à gamma 0, gamma 1 et moins 1 fois G. Pourquoi P-1, gamma 0, gamma 1? C'est parce que, si vous voulez, il n'y a pas une grande différence entre T1P et U1P. Enfin, il y a une grande différence, mais il y a une relation entre les deux. Et vous voyez que T1P, d'après la définition du polynôme de Hecke, eh bien, va avoir va être égal à peu de choses près à la somme des produits 2 à 2 des valeurs propres. Et donc, ici, en fait, on n'a qu'un seul produit de valeurs propres du polynôme de Hecke. Donc, c'est exactement similaire au cas GL2. Bien, donc ça, c'est la définition de la P-stabilisation. Et donc, par cette remarque-là, en fait, on va voir qu'on va normaliser l'opérateur de Hecke U1P différemment. Et on définit une nouvelle action des opérateurs U0P et U1P. Donc, si G est de niveau gamma 0P, eh bien,
on définit U0P.G comme U0P G slash U0P. Là, on garde la même action, mais pour U1P, on écrit U1P.G égale, là on va prendre P puissance K2 moins 1 gamma 0, gamma 1 fois G. Non, c'est moins 3, pardon. Et en fait, alors oui, il y a une chose que j'ai oublié de dire dans la définition de la stabilisation. Gamma 0 et gamma 1 sont des racines qu'on a choisies au hasard, avec quand même l'hypothèse que gamma 0, gamma 1 est différent de P puissance K1 plus K2 moins 3. Bien. Alors maintenant, je vais parler d'espace de poids péadique. Donc, je vais considérer W, donc l'espace rigide analytique, tel que, eh bien, si on prend les CP points de W, eh bien, on obtient des homomorphismes continus de T de ZP dans CP étoile. Donc, où T, c'est le tore diagonal de GL2. L2. D'accord. Alors, on voyait que W de CP, ça va être la même chose que le dual ça va être mu P-1 au carré. 3, eh bien, donc les homomorphismes de 1 plus PZP dans CP étoile, et ça c'est la même chose que, donc je l'écris homme 1 plus PZP dans CP étoile. Bon là je suppose que P est impair. Continue. Au carré, et ça c'est la boule d'unité ouverte. Alors, donc on veut bien munir W d'une structure rigide analytique. Bien, alors il y a des éléments particuliers dans W de CP. Si je prends un poids K, K1, K2, eh bien je considère l'élément dans. Je peux le regarder comme un élément dans W de CP, simplement en considérant l'homomorphisme K bar de T1, T2 égale T1 puissance K1 fois T2 puissance K2. En fait, c'est le caractère de plus haut poids de la représentation algébrique que j'avais définie hier, sim K1 moins K2, la représentation standard de GL2, tenseur de déterminant puissance K2. Ok. Ok, donc j'ajoute une définition. Donc si je prends F une forme de Siegel de niveau, je vais l'appeler G plutôt, gamma 0 de P, propre pour l'opérateur U0P, je dis qu'elle est semi-ordinaire. Donc on dit que G est semi-ordinaire si
eh bien la valeur propre de U0P est une unité p-adique. Si donc la valeur propre de U0P est une unité p-adique. Donc le théorème que je vais énoncer, là, on fait l'hypothèse qu'on part d'une forme semi-ordinaire qui est propre pour les opérateurs de Hecke. Et à partir d'une telle forme, on peut démontrer qu'il existe une famille analytique de formes de Siegel qui passe par cette forme choisie au départ. Donc ce résultat devrait être vrai en général, sans supposer semi-ordinaire. Mais ça demande beaucoup plus de travail et pour l'instant c'est un résultat qui est hors de portée puisqu'il faudrait avoir l'existence du sous-groupe canonique et ça semble être un problème assez difficile. Donc il est heureux que l'on ait cette hypothèse dans notre cas pour pouvoir résoudre le problème. Donc le théorème. Donc soit G une forme de niveau gamma 0 de P est propre pour les opérateurs de Hecke de R de N P. R de NP, j'ai oublié de définir cette notation. R de NP, c'est simplement R de N fois P, donc l'algèbre des opérateurs de Hecke de niveau de support premier à NP, auquel on adjoint les opérateurs U0P et U1P. Donc on retire T0P, T1P, on ajoute U0P, U1P. Donc on suppose qu'on a une forme de niveau gamma 0P qui est propre pour ces opérateurs. Alors. Non, c'est gamma 0P. Ici, j'ai dit que c'était. C'est simplement le sous-groupe de congruence de départ pour lequel j'ai fait aucune hypothèse. Inter Livauri. Et N, grand N, c'est le niveau du sous-groupe de congruence gamma. Bien. Voilà. Soit j'ai une forme de niveau gamma 0P et de poids K bar, K souligné. Donc, la conclusion, c'est on suppose G semi-ordinaire. Donc, alors, il existe un voisinage étal de K bar. Donc, je regarde K bar comme un élément de W. Disons V et un homomorphisme d'algèbre donc lambda V qui va de R n, P dans... alors je prends les fonctions rigides analytiques sur V. Ça c'est les fonctions. Sur V. Telk
qu'il existe un ensemble, donc sigma, Zariski dense, de points arithmétiques dans V. Alors, ce que j'ai oublié de le dire, mais ce que j'appelle un point arithmétique d'un voisinage étal, c'est simplement un point qui se projette sur un K-bar pour un couple K1, K2 quelconque, pourvu qu'il vérifie l'hypothèse de dominance K1 plus grand que K2 plus grand que 0. Bien. De point arithmétique en V. Tel que pour tout x, pour tout point petit x dans sigma, eh bien, je vais appeler lambda indice x le composé de x, que je regarde comme un monomorphisme de O de V dans CP, rond lambda V. Eh bien, donc lambda x va être un morphisme d'algèbre de RNP dans CP. Donc il existe une forme G indice x P stabilisé de poids K indice x. Donc c'est simplement l'image de x par la projection de V dans W. Tel que, un peu long à énoncer, tel que, eh bien, Gx slash T égale lambda x de T fois Gx pour tout T dans R de NP et donc Gx donc slash U0 P égale lambda x de U0 P fois Gx et Gx slash U1P égale, alors on a P fois K indice 2x, c'est la deuxième composante de K souligné x. K souligné x, c'est K1x, K2x. Moins 3, lambda x de U1P fois Gx. Bon, comment? Oui, ça revient à dire que lambda x de U1P est propre pour l'autre action. Là, c'est le slash. Si vous voulez le point, il faut retirer ce coefficient, c'est tout. Bon, donc pourquoi? C'est parce que, en fait, l'évaluation p-adique de la valeur propre de U1P pour cette action, elle va pas rester constante même dans un voisinage, parce qu'elle va, elle va dépendre du poids ici. Donc on normalise par cette puissance de P, justement pour avoir ici une valuation qui va être constante.
Et parce qu'il est nécessaire d'avoir une évaluation constante pour approximer analytiquement. On ne peut pas approximer analytiquement une fonction qui prend des valuations qui changent. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de cette normalisation, entre autres. Bien. Ok, bon alors je vais essayer de donner une idée de démonstration de ce théorème. Donc l'idée générale, donc commencer par l'idée générale, c'est d'appliquer les techniques de Ida et Coleman en même temps. Donc c'est Ida plus Coleman. Alors pourquoi Ida? Parce que on a une hypothèse de semi-ordinarité qui aide grandement. Et Coleman, pourquoi? Parce que, eh bien, pour l'opérateur U1P, eh bien, on n'a plus d'ordinarité parce qu'ici, on ne suppose pas que la valuation de ce terme est 0. Et donc, on a besoin d'étudier l'opérateur U1P. Et alors pour ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on construit des modules de Banach sur lesquels eh bien, U1P opère comme un opérateur compact. Et pour lequel, eh bien, c'est un module ordinaire en fait pour cet opérateur-là. En regardant le théorème, je me rends compte que j'ai oublié j'ai oublié de dire que G indice K souligné, c'était la fonction G de départ. Sinon. Bien, donc là, pour Coleman, c'est donc on étudie la théorie de l'opérateur compact U1P sur un certain module. Bon, alors ça permet de construire des familles surconvergentes en un certain sens. Et en fait, le fait que ces familles surconvergentes soient en fait classiques. Donc d'abord, il y a une hypothèse à faire sur l'évaluation de ce terme. Mais quand cette hypothèse est satisfaite, ça marche bien parce que on est dans le cas ordinaire encore. Et parce que dans le cas ordinaire, en fait, bon, je reparlerai plus tard, parce que là, c'est un peu difficile, sans donner de précision. Bien, alors, donc je vais revenir aux variétés de Siegel et parler du lieu ordinaire. Alors, donc si on prend une variété abélienne A sur un corps petit k de dimension G avec k de caractéristique 0, de caractéristique P, eh bien on dit que A est ordinaire. Eh bien si donc on suppose K algébriquement clos, disons,
Donc si les points de P-torsion de la variété abélienne, isomorphe à mu P puissance G plus Z sur P puissance G. Hein, donc en fait, on voit que la partie connexe isomorphe à mu P puissance G. Alors, et alors, j'ai pas le temps de définir, mais bon, c'est un fait classique qu'il existe une forme modulaire grand H donc dans H0 SK sur FP déterminant oméga puissance P-1 qu'on appelle invariant de Hasse et qui vérifie que si on prend disons état une base de H0 à oméga A sur K, eh bien H de A virgule oméga est égal à 0 est différent de 0 si et seulement si A est ordinaire. Bon, alors ici je le définis pour une variété abélienne, mais on peut faire une définition similaire pour une variété semi-abélienne. La définition pour la variété semi-abélienne est de dire que lorsqu'on prend les points de P-torsion de la variété semi-abélienne et on prend la composante connexe, eh bien on obtient mu P puissance G. Et donc en fait, on peut définir cette forme H sur, sur une compactification toroïdale. Et par ailleurs, ce faisceau, par les travaux de Cha et Falting, c'est ample. Donc, il existe un relèvement en caractéristique 0 d'une certaine puissance de H et qu'on appelle E. Et alors, le lieu ordinaire est défini par S. Alors maintenant, je vais regarder, je vais poser, je vais définir une notation. S, ça va être égal à SK sur ZP. Le lieu sur lequel E est inversible. Et on pose SM, S tenseur Z sur P puissance M. Pour tout M. Donc, par cette propriété, on voit que les points géométriques de SM en fait sont des variétés abéliennes ordinaires ou semi-abéliennes ordinaires. Donc SM, S sont appelés lieux ordinaires. Bon, c'est un peu une général, ce qu'on appelle lieu ordinaire, c'est directement sur la variété en caractéristique P. On peut étendre de cette façon-là, définition, en utilisant ce relèvement en caractéristique 0. Donc c'est un peu moins que les points ordinaires. Directement de la variété.
Bien. Alors, donc, à partir de là, donc, je vais fixer n, un entier ça, bien plus grand que m. Et je vais considérer t indice nm. Oui, donc une remarque, c'est que tout ce que je vais raconter là, une référence pour ce que je raconte là, c'est un papier de Ida qui va paraître, ou qui est paru au journal de Jussieu, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Journal de Jussieu. C'est 2001 ou 2002, je ne sais pas. C'est 2002. Le titre, c'est Control Theorems for coherent cohomology. For Shimura varieties of PL type. Ok, donc on considère T indice Nm, le schéma qui représente le foncteur isom Sm de G P puissance n composante connexe avec mul P c'est une composante connexe. G, c'est la variété semi-abélienne universelle. Ici, universelle au-dessus de S. Donc ici sur Sm. Bon, je vais appeler Pn le dual de quartier de schéma en groupe sur Sm, la composante connexe des points de Pn torsion. Il est sur Sm, hein, bien sûr. Bien, alors, donc la remarque que je voudrais faire maintenant, c'est comment on peut voir les faisceaux automorphes en caractéristiques P ou modulo P puissance M en utilisant ces constructions. Donc, si on regarde l'algèbre de Lie de G sur Sm, eh bien, c'est la même chose que l'algèbre de Lie des points de la composante connexe des points de Pn torsion, hein, puisque j'ai supposé que n est plus grand que m. Donc, ça entraîne que si on regarde l'image directe de oméga 1 G sur Sm, donc pi c'est le faisceau structural de G sur Sm, eh bien, on obtient les homomorphismes de OSM module de Lie sur Sm dans OSM, hein, par définition. Et donc, donc ça c'est la définition. Donc, on peut remplacer, d'après cette remarque, par la composante connexe des points de P puissance n torsion. Et ça, on obtient donc que c'est la même chose que Pn, qui est le dual de quartier ici, défini ici, tenseur OSM. D'accord. Donc,
Ça fait une autre construction en fait du faisceau automorphe ici. Hein, c'est de regarder simplement le dual de Cartier ici du torseur qui est défini là en tensorisant par le faisceau cohérent structural de SM. Bien, en particulier, TNM, par sa définition, il va trivialiser ce faisceau. Et donc, sur TNM, Pn est le faisceau constant Z sur P puissance n au carré, ou puissance G. Maintenant, je vais supposer G égale 2. Hein? Donc, si on regarde P étoile oméga 1 G sur Sn, si on regarde si on tensorise par on regarde ça sur TNM, on obtient donc exactement Z sur Pn au carré sur OSM. Et donc, vous voyez, pardon, OTNM. Et donc, ça, c'est la même chose que OTNM plus OTNM. Voilà, et vous avez une action. Il y a une action du groupe de Galois de TNM sur SM, qui est isomorphe à GL2 de Z sur Pn, qui agit sur OTNM au carré, simplement par la représentation standard. Donc, ça permet de donner les définitions suivantes pour les faisceaux oméga K1, K2. Alors, j'ai considéré H, le schéma GL2 divisé par le sous-groupe U. Ce groupe U, c'est le sous-groupe unipotent. Standard. Et alors, pour K, un caractère de T dominant, eh bien, on peut regarder, je vais appeler R indice, R de kappa sur A, où A, ça va être une ZP algèbre. Ça, eh bien, je regarde les sections globales de H, faisceau structural de OH. Donc, on a une action du tor sur H. Ça donne une action du tor sur les sections globales ici. Comment? T is the diagonal torus of GL2. Diagonal torus. Kappa, donc on regarde les fonctions algébriques sur H qui se transforment par le caractère kappa sous l'action du tor. Et ça, on sait, c'est un... Oui, alors, explicitement, ça donne, on regarde les fonctions f de h dans A1, telles que f de h hb est égal à kappa de b f de h. Ici, h appartient à grand H. On peut prendre H appartient à GL2 et B, ça appartient au Borel de GL2. Et le kappa de B, c'est le caractère du Borel qui est déduit du caractère du tor.
Et donc l'action, on a une action sur ce module. Ce module se fait par translation à gauche. On pose, disons, g.f de h, alors f de g-1h. Et donc ça fait une représentation algébrique de GL2, qui va être la représentation algébrique de la représentation de GL2 de plus haut poids. Alors, je n'ai pas vérifié ça, mais il semble qu'il y ait une inversion de caractère. Ce n'est pas kappa, mais moins W0 de kappa. W0, c'est l'élément non trivial du groupe de Weil de GL2. Donc c'est 0, 1. Bien. Donc bien sûr, on va utiliser ça pour les caractères K bar, K souligné égale K1, K2. Et on va utiliser cette construction pour construire les faisceaux automorphes oméga souligné K1, K2. Donc, bien, on utilise le fait que sur TNM, tout se trivialise. Et on descend par descente galoisienne. Donc, en fait, en utilisant ce que je viens d'effacer et cette description, eh bien, on peut remarquer que oméga K souligné sur SM, donc sur SM, est définie par, eh bien, si je prends un voisinage affine de SM, eh bien, oméga souligné de spec A, c'est le H0, donc du groupe de Galois de TNM sur SM, de H0, alors eh bien, je vais utiliser cette description-là du... Je vais écrire directement. Je vais prendre R, indice A, tenseur donc VNM. Je vais dire ce que c'est VNM sous donc c'est lourd comme notation, donc A tenseur VM, VNM sous H0 de SM OSM de kappa, donc de ici K bar. Okay. Alors ici VNM, c'est simplement les sections globales sur TNM de OTNM. Bien alors, et ce que je veux dire, c'est que donc, si on regarde le dual de RA de kappa, eh bien, il y a un élément particulier dans ce dual, c'est l'élément évaluation à l'origine, ici. Donc je vais l'appeler cet élément L indice can comme canonique. Donc ça c'est l'élément évaluation à l'origine des fonctions
algébriques qui sont définis ici. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que en fait, cet élément appartient aux invariants par l'unipotent du dual ici. Donc, oui, ça. D'accord. Donc, si on a, donc ça c'est la définition de oméga k de spec A, donc vous pouvez remplacer. Si maintenant je prends un élément f, donc H0 SM de oméga k souligné, donc cet élément-là, je peux le voir comme un élément ici, qui est stable par l'axiome de Galois. Ah. Donc, ça, je peux le voir, f est un élément qui appartient à H0 de TNM R indice O TNM à part. Qui vérifie, qui va être invariant par l'action de Galois ici. Et donc, vous voyez que il prend ses valeurs dans R, dans l'espace, dans cet espace de représentation de GL2. Donc, je peux appliquer L canonique ici. Donc, canonique de F. Alors, ça va être une fonction. Donc, ça, c'est une fonction. J'ai oublié de faire une remarque tout à l'heure. Alors, avant, je m'arrête un instant. Je fais une remarque. Et donc, la remarque, c'est que TNM représente les couples X X sur SM et phi qui va être un isomorphisme entre Pn sur X et Z sur Pn Z au carré. D'accord? Donc, en ayant ça en tête, eh bien, on peut voir cette fonction f, cet élément f, comme une fonction sur ces couples, x psi, psi pardon, qui vérifie, eh bien, f de x h psi égale rho kappa de h f de x psi. Ça, c'est vraiment l'invariance par Galois qui dit ça. Hein. Parce qu'il faut remarquer que ce groupe de Galois n'est rien d'autre que GL2 de Z sur Pn. L'isomorphisme se faisant justement par l'action sur le psi ici. Bien. Donc, si on applique L canonique à ça, eh bien, on obtient une fonction sur ces couples et qui va être, parce que L canonique appartient aux invariants ici, qui va donc L canonique de F va appartenir à V indice N M. Et
et va être invariant par, et va se comporter pour l'action de B par le caractère kappa. Bien, je suis un peu en retard. Je vais demander 5 minutes pour pouvoir reprendre plus tard. Bon, une remarque, c'est que on peut regarder en fait, on peut regarder TNM comme un espace de drapeau sur la base SM. Si donc une remarque qui va simplifier les choses. Donc on peut regarder ça comme un espace de drapeau sur SM, mais c'est pas tout à fait exact parce que en fait le faisceau PN n'est pas trivial. Et si on suppose PN trivial, eh bien en fait on peut voir V infini qui va être la limite projective sur N et M de VNM. Je prends les invariants par U. Eh bien ça doit donner les fonctions continues de GL2 de ZP modulo U de ZP et à valeur dans V infini 0. Et en fait, V infini 0, c'est simplement la limite projective de H0 SM OSM sur M. Voilà. Et c'est à partir de cet espace-là qu'on va construire, ça va être donc l'espace des formes p-adiques. Hein. Ça, c'est la description si on suppose que les PN sont triviaux. Donc, tout à l'heure, je donnerai une idée, à partir de cette description, comment on construit le module dont j'ai parlé. Voilà. Je suis désolé pour avoir...